Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Nous sommes de retour sur Fréquence 8 pour notre dernière session de la semaine. Donc, avec notre invité à l'honneur, qui est Gaëtan Lecoq, qui nous présente, nous parle de son roman Les Pieds nus de Zadkine, édité à la part commune. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Donc, dernière journée, petite conclusion, synthèse, je dirais, de la semaine. Donc c'est vrai que ce sculpteur Zadkine donc est arrivé en France en 1910, qui a été un ami de Picasso. Ça a dû être difficile pour lui qui était quand même considéré comme un sculpteur, un artiste majeur du XXe siècle, de passer à côté de l'influence du cubisme, même si lui s'en défendait et se considérait plus comme un narratif. Ça a dû quand même, à son insu, influencer sa création. Oui. Il disait qu'il était influencé de toute façon parce que plus sur certaines techniques plutôt gestes de création que comme une école en soi. Il se disait aussi très proche de ce qu'on appelait à l'époque l'art nègre, donc des formes simples ou plus compliquées, mais plus, j'allais dire, terre à terre, en tout cas très proche de l'essentiel de quelque chose d'intérieur. Le cubisme, c'est plus, j'allais dire, le geste, parce que on parlait les jours derniers de cette taille directe, ou le coup de serpe, la gouge qui va suivre la ligne de l'arbre. On peut avoir deux yeux sur le même côté d'une face, avec un œil de profil et un de face. C'est là où on se rapprocherait du cubisme. Parce que le cubisme, c'est, de manière grossière, c'est un peu une mise à plat des volumes, c'est ça ? Alors, oui, je ne suis pas un technicien de la sculpture et de la peinture, mais effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, il y a aussi l'utilité de formes simples. Le cube, le rond, le triangle. Et on peut retrouver effectivement des œuvres avec ces formes-là. Chez Zadkine, mais il s'en est assez vite détourné pour aller suivre sa propre inspiration. Il se voulait d'aucune école. Donc, quand il dit narratif, en fait, raconter une histoire à travers une œuvre, c'est la mettre dans un contexte, et puis c'est laisser les gens se raconter leur propre histoire. Il était très inspiré par la Grèce antique. Il a fait des cariatides, il a fait des dieux et des déesses. Je crois qu'il y a des Déméter, Diane, etc. Mais le trait est un trait, on va dire, simple, un peu direct, qui en ça le rapproche du cubisme, parce qu'il n'y a pas de sophistication. Il ne va pas essayer de faire un muscle comme un muscle ou un pli de vêtement comme un pli de vêtement. Il cherche à aller... C'est pas un Michel-Ange, quoi. Voilà, c'est ça. Il va aller chercher l'émotion qui est déjà dans la pierre ou dans l'arbre qu'il veut tailler en taille directe. Donc... quand il va chercher à faire un Christ, il va prendre un arbre, il va pas chercher plusieurs morceaux, il va chercher un arbre qui a une forme de Y, et il va essayer d'y rajouter, d'y trouver dedans cet Y le corps et le visage du supplicié, qui sont à peine ébauchés la plupart du temps. Et c'est l'impression générale qui donne l'œuvre, plutôt qu'un détail très figuratif. Et c'est en ça qu'il devient narratif, puisque avec très peu de moyens, on pourrait dire, il va donner à penser toute une histoire.
Alors, le Christ en croix, c'est l'histoire de la mise en croix de Jésus, mais ça peut être les cariatides qui portent un temple en Grèce, ça peut être Diane Chasseresse qui va, parce qu'un arc est à peine dessiné sur l'arbre qui représente la déesse, avec juste un sein qu'on voit, pour déterminer une chasse en forêt. Et donc, c'est en ça qu'on va trouver son art, plutôt que dans des détails ou carrément du cubisme pur, où il n'y a que des ronds et des carrés qui ne ressemblent à rien. En fait, il fait avec ce que la nature lui donne, il se la réapproprie, oui. Mais il reste au plus près de la nature oui, originelle et de l'arbre originel. Exactement. Quoi. Il cherche ces arbres, en tout cas les arbres morts qu'il va tailler. Quand il les choisit, c'est parce qu'ils ont déjà, dans la ligne de l'arbre, une histoire à raconter. Et cette histoire, il va la magnifier. Et c'est là où il va trouver sur un nœud, ça va faire un sein ou un nombril ou un sexe de femme, mais il va juste étirer ensuite en dessous 2 ébauches de jambes pour signifier le corps humain, là où on verrait qu'un tronc d'arbre. Il doit mettre autant de temps finalement à trouver son arbre qu'à la sculpter finalement. Parce que oui, mais il y a tout un travail. Il y a tout un travail derrière. Après, travail de polissage, le travail à la gouge, à tous ces objets de sculpture directe. La sculpture directe, c'est particulier parce qu'il y a une force physique qu'il faut avoir. C'est le maillet et le ciseau. Hein. C'est le titre de son autobiographie. Où on tape et on ne doit pas se tromper, sinon on va arracher une grande quantité d'arbres, de matière, et on va perdre ce qu'on était en train de trouver. Donc il faut être au plus juste. Et c'est ça qui fait l'éclat de son travail, à mon sens, et en tout cas dans ce que j'aime moi. Le moins un travail d'extraction, oui, en fait. Voilà, d'extraction qui donne le moins de travail extérieur à l'homme et plus de travail à la nature. Et mettre la nature en avant. Et c'est là où il s'efface, lui, en tant que sculpteur, derrière ce que la nature lui propose. Et quand on voit une salle où il y a 10 troncs qui sont proposés sur socle avec leurs titres, qui sont 10 œuvres différentes, on est époustouflé comme dans une forêt imaginaire où chaque tronc d'arbre serait un personnage. Et quand moi j'ai eu la chance de voir cette pièce-là, je ne sais pas si elle est toujours présentée de la même façon, mais qui était donc dans un des ateliers de Paris, c'est très très impressionnant. Parce qu'il y a l'essence de l'arbre, il y a la couleur, la teinte qui est gardée ou pas gardée. Des fois, il fait de la polychromie, des fois, il garde la teinte d'origine. La plupart du temps, il reste à l'origine parce que, à ce qu'il trouve comme matière, parce qu'il veut être respectueux au maximum. Et c'est ce lien à la nature, moi, qui m'a troublé, enthousiasmé, attiré chez le personnage. Parce qu'il est vraiment il est en osmose. Ah oui, il le dit dans ses mémoires. Le titre que j'ai choisi, je l'ai choisi comme ça, mais quand j'ai lu ses mémoires où il parle de son enfance, il raconte qu'il marchait pieds nus dans les berges de la rivière qui passait près de chez ses parents, dans cette boue qui était en fait de la glaise, et que ses pieds déjà étaient en train de malaxer cette glaise, et que petit à petit, c'est avec ses mains qu'il a pris la glaise et qu'il a ramené la glaise à la maison et qu'il a commencé à modeler des choses. Et c'est comme ça que ses parents ont vu qu'il avait une capacité à une vocation artistique qu'ils n'ont pas contredit. C'est pour ça qu'il est parti en Angleterre, parce qu'il ne travaillait pas bien scolairement, donc on l'a envoyé en Angleterre dans la famille de sa mère pour qu'il fasse une école d'art. Alors il a essayé d'aller dans un atelier avec un professeur, mais c'était du travail très théorique et très académique, et qui ne correspondait pas du tout à ce qu'il voulait faire. Voilà. C'est vrai qu'il était atypique dans sa façon alors pas dans sa façon de fonctionner, mais dans
dans son œuvre et dans son comportement. D'ailleurs, vous le dites dans le livre, c'était l'excentrique du village, quoi. Le Parisien. Quand ce petit garçon passe ses journées dans la nature avec ce sculpteur, la famille du petit garçon lui dit mais tu passes ton temps avec l'excentrique, enfin avec. Oui. Alors en plus il était artiste, alors c'est vrai que dans cette famille rurale du fin fond de la France. Oui, puis il devait pas être facile, tout en ayant eu de très très bons rapports avec les gens. Il avait un aspect un peu rugueux quand même. Oui, il avait un aspect rugueux, et en ça, il pouvait correspondre aux paysans du coin, donc c'était pas un problème. Mais il trop était bien habillé. Trop bien habillé, oui. Trop bien habillé. Donc là, c'était le Parisien qui ressortait. Oui, sans doute. Mais il venait d'ailleurs. On savait pas trop s'il était russe, polonais ou autre chose, et ça intriguait beaucoup les gens tout autour, mais petit à petit il s'est fait. C'est les curés des différents villages qui lui ont demandé de faire des sculptures de Christ, donc il n'était pas rejeté comme un artiste maudit ou quoi que ce soit. C'est par ces Christ qu'il a réussi à se faire intégrer. Oh, je sais pas, je dis ça, non, j'en sais rien. Il en a fait un à Quélus, là où il avait eu une première maison, avant d'arriver aux Arcs. Et puis ensuite, il y a eu un deuxième Christ qui se trouve maintenant à l'église des Arcs. Et mais il paraissait excentrique parce que, oui, il taillait les arbres et il avait l'air de vivre de ça. Et les gens... Enfin... J'ai imaginé que les gens de la Terre ne pouvaient pas comprendre un homme qui faisait que tailler des arbres. Et avec une femme qui peignait. Avec une femme qui peignait. Et on se demandait qui étaient ces artistes-là qui venaient 6 mois de l'année à la campagne et qui partaient 6 mois à Paris. Donc ils ont quand même réussi, ils se sont jamais fait chasser. Donc, et puis, c'est vrai qu'ils ont adopté... Enfin, dans votre livre, c'est un procédé d'écriture en fait pour le lecteur, en tous les cas, que je trouve très agréable pour nous faire entrer comme ça dans la vie d'artistes. Ce sont des biographies qui sont très accessibles. À la fois, ça se lit de manière très fluide. Mais bon, bien évidemment, on sent la documentation derrière. Enfin, bien évidemment, vous ne vous autorisez pas à dire n'importe quoi sur un artiste qui est connu et vous pourriez vous faire taper sur les doigts. Oui. Et à la fois, c'est pas une biographie comme on en trouve et qui peuvent des fois être des sommes assommantes. Je trouve qu'avec ce genre de biographie comme ça, avec ce procédé du petit garçon qui nous donne à connaître, là en l'occurrence Zadkine, je trouve que c'est vraiment très agréable, quoi. Oui. Je voulais pas faire une biographie, je m'en sentais pas capable. Je voulais dire les choses justes sur la vie de Zadkine, donc il fallait que ce soit quand même assez tenu du point de vue de l'histoire ou de la vérité. Et avec des références, donc il y a des références qu'on retrouve à la fin du livre. Oui, vous avez des notes. J'ai tenu à avoir des notes de référence pour qu'à chaque fois on puisse se référer aux articles ou aux sources que j'ai pu prendre pour décrire. Après, j'ai réinventé l'histoire. À la fin, on voit Zadkine proposer, alors qu'il est un vieux monsieur, de faire le portrait de Pinson. Et il fait un buste, et Pinson, qui n'a jamais servi de... Et pour cause, puisqu'il n'existait pas. De modèle. Il n'a jamais été modèle dans mon histoire, devient modèle. Et il devient quasiment le dernier modèle. En fait, cette histoire du dernier modèle, elle a existé puisque c'est un journaliste qui l'a raconté. Il a été le dernier modèle de la dernière œuvre de Zadkine avant sa mort. Et il était très fier de pouvoir dire qu'il était le dernier modèle. Et donc j'ai tordu un peu l'histoire, tout en y faisant référence. Pour dire que c'était Pinson qui était le dernier modèle, le dernier modèle de Zadkine qui, alors qu'il avait plus de 70 ans, était encore capable de tailler dans le bois directement pour
pour proposer à quelqu'un de faire son portrait. Il faut avoir un physique quand même. Oui, c'est un homme qui payait pas de mine, mais qui était robuste. Bon, en tous les cas, c'est une biographie bien agréable à lire qui nous donne à découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sculpteur majeur du XXe siècle qui est Ossip Zadkine. Donc, merci beaucoup à vous. De votre temps, de votre générosité, de votre disponibilité, et puis surtout de ce roman pour sortir de l'ombre du grand public, pour le grand public au moins, de ce sculpteur russe du XXe siècle. Merci à vous. Et puis, j'espère à une prochaine fois. D'accord. Au revoir. Au revoir. Gaëtan Lecoq, les pieds nus de Zadkine. Les jours se suivent et se ressemblent. C'est une triste succession de vents furibonds et de pluies drues, épaisses et glacées. Tu regardes le ciel chargé jusqu'à la gueule de nuages de plomb, les mains cherchant un peu de chaleur au fond de tes poches. Zadkine est derrière toi. La pipe à sa bouche ne fume plus, puisque même le tabac manque. Aujourd'hui, il n'y a pas d'escadrille qui déchire le ciel. Un étrange silence saisit la campagne et la forêt à 2 pas. Un silence qui devrait vous ravir, mais qui reste chargé de lourdes promesses. Zadkine t'emmène dans l'atelier et il te place devant le grand Christ attaché aux poutres de la charpente. Il sait tes réticences depuis le temps qu'il te connaît, mais il veut te parler. Tu te débats, mais sa poigne est plus forte que ta volonté. Il te décrit la chair crucifiée de 14-18, ces jeunes Christ vivants. Apeuré, qu'il a croisé dans les hôpitaux de campagne au temps où il était brancardier. Sans que tu ne lui demandes rien, il parle et se détache de lui des secrets bien enfouis. Les charniers des premières lignes où il allait fouiller parmi les cordes déchiquetées et amoncelées afin d'y trouver d'éventuels survivants. Ces charniers où des voyous charognards n'hésitaient pas à couper une jambe pour récupérer une botte, ouvrir la bouche des officiers morts à la recherche d'une dent en or. Il se tait dans une quinte de toux où meurt un sanglot qu'il voudrait te cacher. Un matin, une vieille femme arrive à la maison à la tour, accompagnée d'une petite fille. Elles viennent parce que Coste le jeune leur a parlé de la statue du Christ avant qu'il ne s'évanouisse dans la nature. La femme veut voir la sculpture et la montrer à son enfant. Zadkine est un peu surpris, mais il les fait entrer dans la grange. Oh, quelle souffrance! Lâche la dame en serrant la fillette dans ses bras. Cet hommage à son grand Christ redonne un peu de joie à Zadkine. Il te semble plus gai tout à coup. Cette femme a tout compris, te confie-t-il. Les blessures de mon Christ sont là pour rendre gloire à tous les soldats blessés, à toutes les morts absurdes des guerres. En allant au Café des Arcs pour écouter les nouvelles à la radio, Zadkine sent monter l'aversion des habitants à son égard. Tu l'accompagnes parce que tu veux prouver à tous quel camp tu as choisi. Celui de l'accueil et de la révolte. Mais on ne te regarde pas, comme on ignore Zadkine dans la rue, faisant semblant de ne pas le voir. Les volets sont clos sur des maisons éteintes. Toutes les portes se ferment. À peine distingue-t-on un mince filet de fumée qui s'échappe des cheminées. Le village se barricade sur sa petitesse et sur sa haine. Ossip ouvre ses 2 mains robustes en signe d'incompréhension. Ses épaules retombent. Tu lis dans ses yeux toute son amertume, sa rage contenue. Comment se sentir rassuré au cœur de cette hostilité? Inconcevable, il y a 1 an à peine. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.